Mesdames, Messieurs, mes chers amis, si j'ai bien compris les motifs de votre réunion ces jours-ci, et accessoirement de l'invitation que nos amis Paul-Marie Couteau et Karim Mouchid ont bien voulu m'adresser, il s'agit de décider de ce qui doit servir de ciment à une union des droites, selon les uns, union des patriotes, selon les autres. Et je suis de ceux qui considèrent que la situation est d'une telle urgence et d'une telle gravité que ce point-là, les droites, les patriotes, les Français attachés à la France, n'a pas une grande importance. Disons de l'union de tous ceux qui veulent s'unir. Mais s'unir pourquoi? S'unir autour de quoi? Eh bien, pour être tout à fait franc avec vous, je vous dirais que je ne comprends même pas qu'on puisse encore se poser la question. Je vois bien pourtant qu'on se la pose, et je vois même que la réponse que quelques autres et moi, et je le crois, notre peuple en ses profondeurs lui apportons, n'est pas unanimement celle que vous lui apportez ici. Nous sommes ici les hôtes du ciel, et le premier et le dernier mot du ciel, et de son charismatique fondateur, c'est la souveraineté. Souveraineté, très bien. Nous sommes tous partisans de la souveraineté. Nous pensons tous, autant que nous sommes, que notre pays est pris dans un lacis de traités internationaux et de conventions supranationales, de lois, de règlements, qui l'enserrent et l'étouffent comme font les serpents là au con, le rendent impuissant et passif, et le contraignent à subir hébété ce qui lui arrive. Trancher d'un coup de sabre ce nœud gordien, retrouver la souveraineté parce qu'elle est la condition de toute action, certes. Mais pour quelle action? Nous sommes dans l'histoire, nous n'y avons jamais été si forts ni si profonds. Nous sommes plongés par elle, nous sommes même emportés par elle. Nous n'avons sur elle aucune maîtrise, faute de souveraineté, certes, mais d'abord faute de volonté, et avant cela, plus gravement à mon sens, faute de vérité. Nous ne voyons pas ce qui arrive. Nous ne voyons pas ce qui arrive, et qui pourtant est énorme, colossal, évident, comme la lettre volée ou le nez au milieu du visage. Nous voyons tous la crise, certes, nous voyons le chômage, nous voyons la pauvreté qui croît, le pays qui s'abîme, se détériore, et sans les dire à vue d'œil, la prolétarisation qui se répand, pas seulement économique d'ailleurs, mais aussi culturelle, morale et spirituelle. J'entendais à la télévision cette semaine un homme, un passant pris au hasard dans la rue, et qui disait, comme énonçant une évidence unanime, et sans craindre un instant qu'on puisse le contredire, le plus important, c'est tout de même l'économie. Eh bien non. Eh bien si. Moi, j'ose le contredire. Tant que la France a été la France, elle ne s'est souciée que secondairement de son économie, et comme d'un moyen, jamais comme d'une fin. Certes, le bien-être des citoyens est capital, mais il n'est pas exclusivement économique. Ce sont les peuples et les nations sorties de l'histoire, tombées d'elles, abruties, hébétées, en jachère, qui ne se soucient plus que de l'économie. Quelle tristesse et quelle honte de voir les présidents de la République ne voyager plus à l'étranger qu'en tant que représentants de commerce et signer à l'Élysée avec des firmes d'égal à égal des conventions comme s'il s'agissait de traités entre nations souveraines. Je soupçonne qu'ils disaient que l'économie n'aime pas trop faire l'objet de ses attentions exclusives et qu'elle prospère davantage au sein de politiques aux vues plus hautes qui ne la négligent certes pas, mais qui dédaignent de se réduire à elle et la traitent comme le moyen qu'elle est, l'un des moyens et des leviers, mais certes pas le seul, de la liberté et de la grandeur. Ce n'est pas du côté de l'économie, de la monnaie et de la lutte contre le chômage
que les patriotes trouveront ce qui doit impérativement et d'urgence les unir. Ce n'est même pas de ce côté-là qu'ils trouveront de quoi guérir l'économie, assainir la finance ou lutter contre le chômage, toutes tâches herculéennes qui ne peuvent s'inscrire que dans une politique globale, holistique, historique, consciente de l'histoire, veux-je dire, des épreuves et des impératifs qu'elle impose. Ce n'est pas en luttant contre l'Europe, car l'Europe est notre civilisation, l'Europe est notre culture, l'Europe est l'une de nos appartenances majeures aux côtés de notre patrie. Ce n'est pas en luttant contre l'Amérique, contre les États-Unis, pour être plus précis, car les États-Unis sont nos plus vieux alliés, nous leur devons la plus grande part de notre libération du joug nazi, et si leur influence culturelle est néfaste sur bien des points, ce que je ne nie en aucune façon, nous ne devons nous en prendre qu'à nous-mêmes, à notre oubli de ce que nous sommes, à notre enseignement de l'oubli, à l'effondrement consenti, sinon programmé, de notre système d'éducation, à notre industrie de l'hébétude, à la destruction fatale des élites culturelles, remplacées par celle de l'élection, de la finance, de l'argent facile, de la médiacratie, du show business et du sport, qui toutes n'ont d'élite que le nom. En temps normal, s'il y a jamais en histoire des temps normaux, je ne nierai pas devant vous l'impérieuse nécessité de lutter contre l'américanisation de la société et même du pouvoir. Je sais que c'est un thème éminemment cher à notre hôte, mais franchement, dans l'urgence dramatique où nous sommes, je ne pense pas que ce soit le premier et le plus grave de nos soucis. Le plus grave de nos soucis, puisque nous y voici, c'est le changement de peuple. Le peuple qui a fait ce pays, le peuple qui a écrit la plus grande part de son histoire, commence à s'en effacer à telle enseigne dans de certaines parties de notre territoire. Il y a été fait allusion tout récemment avec des chiffres qui plus eux. Ce peuple est à peine visible et il n'a pas droit de citer. On voit déjà aux États-Unis la politique de deux grands partis, des deux grands partis traditionnels, et notamment sur la question de l'immigration. On voit qu'elle dépend déjà entièrement des immigrés eux-mêmes, qui se sont rendus indispensables à toute majorité, à toute espérance de gouverner et de rester au pouvoir. Nous avons vu en France Terra Nova théoriser, en somme, la fameuse boutade de Brecht. Ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre? Eh bien, en élire un autre, c'est précisément ce qui est en train de se passer. Et Terra Nova de conseiller aux socialistes, pour s'assurer une majorité éternelle, de s'appuyer sur des minorités qui, d'ailleurs, sont de moins en moins minoritaires. Je sais bien, on nous le dit, et même on nous force à croire, un peuple, c'est une volonté de vivre ensemble. Je dis, moi, que c'est une illusion, et même une double illusion, une illusion d'illusion. Et même que c'est à cause de cette double illusion, de son efficacité terrible, que tant d'entre nous, surtout parmi les politiques, parmi la caste médiatique, parmi les élites, au sens un peu ridicule qu'a pris ce mot parmi nous, à cause de cette double illusion, que tant d'entre nous ne voient pas, ne veulent pas voir ce qui nous arrive, et qui pourtant crèvent les yeux, à savoir le changement de peuple et de civilisation. Un peuple ne peut être seulement une volonté en acte, l'effet de quelques décisions volontaristes, la conséquence de quelques coups de tampon. Des individus, oui, des individus, peuvent rejoindre un peuple, s'intégrer à lui, s'assimiler à lui. Et en France, il y en a toujours eu qui l'ont fait, par amour de sa langue, de sa culture, de sa civilisation, de ses paysages, de son histoire, de son art de vivre, et par amour tout court. Mais des peuples, des civilisations, des religions, et surtout quand ces religions sont elles-mêmes des civilisations, des types de sociétés, presque des États, ne peuvent pas, et ne peuvent même pas vouloir, à moins de s'abdiquer elles-mêmes, se fondre dans d'autres peuples, d'autres civilisations, d'autres types de relations à la vie de l'esprit. Et d'autant moins, bien sûr,
que ces autres peuples, ces autres civilisations, ces nations d'accueil et leurs habitants feraient l'objet d'une détestation, d'une vindicte savamment entretenue, y compris, et peut-être essentiellement, par eux-mêmes. Croire que les peuples puissent n'être que volonté, décision arbitraire, nomination, coup de tampon, c'est la première illusion, la première couche d'illusion. Elle procède, au demeurant, d'une conception bien piètre, bien humiliante et bien basse de l'homme, dépouillé de tous les attributs qui font sa grandeur et sa spécificité, son caractère unique, irremplaçable, et qui lui vient de son histoire, de sa culture, de ses appartenances. Cet homme dépouillé, abstrait, déraciné, désaffilié, c'est ce que j'ai nommé ailleurs l'homme remplaçable, autant dire jetable, et c'est de lui, de ce simple pion échangeable à merci, hébété par l'enseignement de l'oubli et par l'industrie des études, que l'affairisme mondialisé a besoin pour servir ses intérêts. Mais j'ai parlé de double illusion dans la conception selon laquelle les peuples pourraient n'être que volonté en acte, volonté de vivre ensemble. D'abord, ils ne le peuvent pas, ils ne peuvent pas n'être que cela. Deuxièmement, quand bien même ils le pourraient, ils ne le voudraient pas, ils ne le veulent pas. Il faut le constater bien nettement, cette volonté n'existe pas. On nous a reproché, à nous, les innocents, de parler de conquête, pour ce dont la France et l'Europe font l'objet depuis 30 ou 40 ans, de parler de contre-colonisation, ou de colonisation tout court, au demeurant bien peu colonisatrice, si la colonisation, c'est la mise en valeur ordonnancée d'un pays. De parler de guerre larvée, de moins en moins larvée d'ailleurs, de plus en plus visible, de guerre larvée pour la maîtrise du territoire. Je suis poursuivi devant la 17e chambre pour avoir, dans un discours d'ailleurs assez semblable à celui-ci, parlé justement de conquête pour l'immigration de masse et le changement de peuple, de contre-colonisation et de colonisation tout court. Et pour avoir désigné la nocence, concept sur lequel je reviendrai volontiers s'il y a des questions sur ce point et s'il en intrigue quelques-uns, et pour avoir désigné la nocence, c'est-à-dire la nuisance, le fait de nuire, qui va des petites incivilités de la vie quotidienne jusqu'au crime organisé et à l'ultra-violence inédite dont il se parle, de la nocence, donc, comme étant, avec la démographie, à laquelle il a également été fait allusion tout récemment, l'un des instruments de cette conquête, son bras armé. On a contesté mes termes, on les a jugés exagérés, même s'il va sans dire, excusez-moi madame, est-ce que vous avez la gentillesse de ne pas, je suis incapable de parler quand quelqu'un parle fort. On a contesté mes termes, on les a jugés exagérés, même s'il va sans dire, j'espère, que je n'incrimine en rien l'ensemble des immigrés, ni ne les accuse en masse, ni individuellement, tous pris un par un de nos sens. Colonisation, contre-colonisation, conquête, soumission du territoire lambeau par lambeau, ce serait, me dit-on, paraît-il, trop dit. Or, est-ce que je peux voir? Petit président, voilà, regardez. Vous avez besoin de cette merci. On m'a objecté donc que ma terminologie était trop abrupte et que ce que je disais c'était trop dit. Or, j'ai un ami, un homme jeune, français d'origine marocaine, très profondément attaché à la France, à la culture et à la langue française, et très reconnaissant à notre patrie commune de tout ce qu'elle a, me dit-il, fait pour lui. Ce garçon est professeur dans une zone d'éducation prioritaire de la région parisienne. Tous ses élèves, presque sans exception, sont originaires, comme sa propre famille, de l'autre rive de la Méditerranée. Or, il m'assure que tous les termes que j'ai pu employer sont non seulement exacts et pertinents,
mais très inférieur à la réalité des propos et des façons de voir des adolescents qui emplissent ces classes. Il rit quand il leur dit qu'il est français comme eux, et ils ne peuvent pas croire un seul instant, quand il leur dit ça, qu'il soit sérieux. Ils pensent qu'il cherche à les éprouver par l'énormité de ses propos. Quand il est allé jusqu'à leur dire qu'il était non seulement français, mais patriote français, très attaché à sa patrie française, ils ont estimé que vraiment là, il allait trop loin, que ce n'était plus drôle, qu'il ne devait pas parler comme cela, que ce n'était pas bien. Je vous parle d'un garçon dont j'ai beaucoup admiré le courage il y a quelques années, parce qu'il est homosexuel et qu'il l'a publiquement assumé dans un contexte familial, dans un milieu et dans des quartiers où il fallait une très grande bravoure et ne pas craindre de gâcher sa vie pour oser pareille déclaration. Eh bien, ce garçon courageux, il ne peut pas, dans sa famille, parmi ses amis d'enfance et de toujours, parmi ses frères de sang, de race et de religion, il ne peut pas dire qu'il est français et fier de l'être. Il est assez brave, et il fallait l'être dans son cas, pour se déclarer homosexuel. Mais pas assez brave tout de même pour s'avouer français de cœur, patriote français. Ce serait, m'explique-t-il, un suicide. On ne comprendrait pas du tout, on penserait que je suis fou, me dit-il. Voilà la réalité de l'intégration, de la défunte assimilation, du multiculturalisme, du prétendu vivre ensemble dont tout le monde sur le papier, dont veut tout le monde sur le papier, et personne sur le terrain. Que tout le monde vante à l'arrière et que chacun subit comme une horreur sur le front. L'antiracisme, depuis qu'il est sorti de son lit pour devenir, de morale pleinement légitime qu'il était, non seulement un dogme, mais un système de pouvoir et un type obligatoire de société, a engendré la formidable illusion dans laquelle nous sommes plongés, ce règne du faux, ce que j'ai appelé le fauxel, double inversé du réel, et le recouvrant entièrement. Ainsi, on nous parle tous les jours des problèmes du logement. Mais, à la vérité, il n'y a aucun problème de logement. Même s'il est bien vrai, hélas, que des centaines de milliers et même des millions de nos compatriotes et non-compatriotes sont à la rue ou affreusement mal logés, et que tout le monde doit se serrer, et se serrer toujours davantage, et pas seulement la ceinture. Ce qu'il y a, c'est un problème d'immigration de masse, et quand on dit qu'il faut bâtir, et bâtir, et bâtir encore, on se garde bien de préciser que c'est pour loger les rangs serrés de continuels nouveaux arrivants et leur abondante progéniture, et, accessoirement, c'est vrai, les malheureux représentants de l'ancien peuple, que cette pression incessante prive d'un toit, et d'autant plus que le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne bénéficient pas, cela, d'aucune priorité. On nous parle tous les jours du problème des prisons et de la surpopulation carcérale, et de l'état déplorable de nos centrales et de nos maisons d'arrêt. Mais, à la vérité, il n'y a aucun problème des prisons, même si surpopulation et état déplorable des milieux sont, hélas, pleinement avérés. Ce qu'il y a, c'est un problème d'immigration de masse, et quand on dit que les prisons débordent, il faudrait préciser que le changement de peuple est encore plus avancé entre leurs murs que le long de nos rues. C'est de sensibles, des quartiers sensibles, qu'elles sont pleines et qu'elles débordent. On nous parle tous les jours, on nous a parlé très éloquemment ce matin, et je regrette que notre ami Seznec ne soit pas là, car je partage pleinement son sentiment, et peut-être aurait-il été heureux de voir à quel point j'assume totalement ses propos. On nous parle tous les jours du problème de l'insécurité, du racket, des ridiculement nommées incivilités, de la nouvelle hyperviolence, de la délinquance petite et grande, de ce que nous, les innocents, nous appelons la nocence,
pour regrouper sous un seul vocable cet empêchement de vivre en paix et parfois de vivre tout court. Mais, en la vérité, il n'y a aucun problème d'insécurité et de violence, même si la violence, la brutalité et l'agressivité sont partout, et si la vie devient un cauchemar pour un nombre sans cesse croissant de nos compatriotes. Ce qu'il y a, c'est un problème d'immigration de masse, de changement de peuple et de changement de civilisation, de coexistence tendue entre l'ancienne et la nouvelle, de lutte pour le territoire et de conquête. Bien loin de moi, au demeurant, de vouloir insinuer dans cette sourde guerre l'ancien peuple est toute innocence et le nouveau toute innocence. Il est d'ailleurs bien facile de savoir comment se répartissent les responsabilités. Il suffit de comprendre les messages cryptés du complexe médiatico-politique. Et les Français, sous le règne du Foxel, sont tous devenus, par force, d'excellents traducteurs, décrypteurs, herméneutes de cette langue menteuse qu'on leur impose, cette langue qui est faite pour ne pas dire, pour ne pas voir et surtout pour ne pas montrer. Ils savent tous désormais ce que signifient des jeunes, des quartiers populaires, des zones sensibles, des règlements de compte entre bandes rivales, des recours aux autorités religieuses pour tâcher de ramener le calme. Quand on leur dit cela, ils comprennent désormais. Ils savent que lorsqu'on donne les noms, les prénoms et les noms, c'est l'ancien peuple qui est à incriminer. Et cela, on le peut toujours, rien ne l'interdit, bien au contraire. Et que c'est le nouveau quand on ne les donne pas, parce que le nouveau, qui a l'avenir entre les mains et l'innocence infuse, lui, ne doit jamais être fustigé et, comment dit-on, stigmatisé. C'est assez facile à comprendre et à pratiquer, au fond, le Foxel. C'est une langue à la grammaire assez simple. Et nous devenons tous, par force, de très fins linguistes. Je pense néanmoins, pour ma part, que la première tâche des patriotes, ce qui doit être le ciment de leur union, c'est de rétablir la langue et de nommer ce qui arrive, à savoir le changement de peuple et de civilisation, la lutte pour le territoire, la conquête déjà bien entamée par le moyen de la docence et de la démographie. La deuxième de ces tâches, c'est de s'opposer de toutes ses forces à ce phénomène, le grand remplacement, le plus traumatisant qu'ait connu notre pays depuis le début de son histoire. Il faut mettre un terme immédiat et total à l'immigration et amorcer vigoureusement le renversement des flux migratoires. Il faut enlever aux étrangers non communautaires, sauf exceptions individuelles pour services exceptionnels rendus à notre patrie, toute espérance d'accéder à la citoyenneté. Il faut accroître toujours davantage la différence des droits et de statut entre citoyens et non-citoyens. Il faut enlever à l'immigration sa raison d'être pour les immigrés potentiels en la dépouillant de tous les avantages et de tous les attraits qu'elle présente pour eux. Il faut réviser de fond en comble la politique d'allocation familiale, qui est un des nombreux mécanismes par lesquels la France paie, selon un modèle sans précédent dans l'histoire, sa propre colonisation et le remplacement accéléré de son peuple traditionnel. Il faut supprimer le funeste droit du sol qui, contrairement à ce qu'on nous raconte, mais on nous abreuve de mensonges, ne l'emporte rien sur son contraire par son degré d'inscription dans la tradition nationale. Il faut rétablir la très mal nommée double peine, désastreusement abolie au début de ce siècle. Il faut prendre au mot tous ceux qui, par leurs actes ou par leurs paroles, renient la nationalité française, se déclarent publiquement plus ceci ou cela que français, prennent les armes contre la patrie, défilent sous les drapeaux étrangers, refusent de combattre ses ennemis, appellent avec mépris leurs présumés compatriotes, les Français, comme si eux-mêmes n'en étaient pas des Français, quand ce n'est pas les sous-chiens ou d'autres termes plus insultants encore. Il faut les exaucer, cela, et leur enlever une nationalité qui ne leur est rien, ou qui ne leur est, de leur propre aveu public, qu'une commodité sans substance.
Il faut s'inspirer de certaines politiques qui furent à un moment suivies au Québec et qui consistaient à définir strictement ce qui relève des traditions de notre pays, de sa culture et de sa civilisation, et à ne pas tolérer que cet ensemble spécifique à l'histoire d'un peuple soit supplanté puis remplacé, ou seulement réduit à l'égalité sur le territoire national, avec ce qui lui est totalement étranger. Il faut refuser de changer de calendrier. Il faut refuser de changer de langue. Il faut refuser de changer de costume, de visage, d'horaire, de nourriture, d'interdit, d'histoire, de passé, d'avenir, d'être et d'identité. Le changement, c'est maintenant, disait l'actuel président lors de sa campagne. Et l'une de ses rivales au sein de son propre parti préfaçait dans le même temps un livre intitulé « Pour un changement de civilisation ». Eh bien, nous devons être le parti de ceux qui refusent de changer de civilisation. De même qu'il n'y a pas d'égalité entre la culture et l'inculture, contrairement à ce que voudraient imposer, sans le dire, quelquefois en le disant à présent, les champions de l'égalité à tout prix et partout, lesquels ont détruit l'éducation nationale, de même, il n'y a pas d'égalité, et il ne doit pas y en avoir sur le sol français entre ce qui est français depuis toujours, ce qui a fait la France, ce qui l'a rendue aimable, aimée et prestigieuse, et ce qui appartient à d'autres cultures, à d'autres civilisations, à d'autres traditions, et qui dispose, pour s'épanouir et faire ses preuves, d'autres espaces. Par quoi je ne veux pas dire, évidemment, que ces autres cultures sont des incultures, pas le moins du monde. Elles ont leur propre vertu et leur propre prestige, mais qui ne sauraient, sur le territoire, le sol de notre patrie, se substituer à la nôtre, ni même y réclamer l'égalité. Il y a d'ailleurs une étroite similitude entre l'échec maintenant avéré de la démocratisation culturelle et celui de l'intégration. L'erreur fatale a consisté à faire en sorte qu'il n'y ait, pour les nouveaux venus, et sous prétexte de considération à leur égard, et même d'égalité, rien à rejoindre. Les nouveaux venus à la culture ne trouvaient plus de classe cultivée à laquelle s'intégrer. Et les nouveaux venus à la nation ne trouvaient plus de peuple auquel s'assimiler. Dans les deux cas, par discrétion, par délicatesse, par peur, par sentiment de culpabilité, par souci mal placé d'égalité, on ne leur offrait à découvrir que le vide, le néant, l'absence de toute affirmation de soi, la terre brûlée, vide ou belle. Ce qui doit unir de toute urgence les patriotes, c'est la volonté de combler ce vide, c'est le refus de reculer davantage, c'est un non ferme et définitif au changement de peuple et au changement de civilisation qu'il implique nécessairement, c'est l'esprit de reconquête. Ce qui doit unir de toute urgence les patriotes, c'est le peuple et c'est la patrie, et c'est le danger de submersion définitive auquel ils sont tous les deux exposés.